ton poteau Pavard. Bonjour à tous et bienvenue pour En Première Intention, émission du vendredi 10 décembre. Et cette semaine, exceptionnellement, nous sommes en format podcast, mais nous avons des invités de qualité. Donc déjà, le titulaire, Aurélien, toujours là. Et oui, il a fallu choisir entre voir ou nous entendre. Et ben, c'est nous entendre. Pourtant, moi, mes ex ne veulent ni me voir ni m'entendre. Quelle entrée en matière incroyable. Merci, monsieur Bayard. On a le retour de Flavien. Ah, salut, tu vois, on peut pas virer le titulaire, il est trop en forme là. Impossible. Impossible de le déloger. Et le retour aussi de Christophe. Salut, le titulaire, effectivement, il a aussi des passes droits là, il va en retard, mais tout va bien. Donc, voilà. C'est vrai, ça juge, ça dénonce et c'est complètement vrai. Donc au programme aujourd'hui, les news extraordinaires, les top flops, le retour sur la semaine européenne et sur la fin des phases de poule des différentes coupes. On passera aussi au match à voir du week-end et on finira par le quiz avec Flavien qui a d'énormes souvenirs du quiz, n'est-ce pas? La dernière fois que je suis venu, j'ai gagné. C'est vrai. Contre qui? On ne dira pas comment. On dira pas la concurrence. On ne dira pas non plus, mais on finira par le quiz. On commence donc par les news. Les news et l'épuration des clubs français dans l'élite continuent. La LFP a officialisé une Ligue 2 à 18 clubs à partir de la saison 2024-2025. Une décision votée à 78,34% des voix. Il y aura donc 4 descentes lors de la saison 2023-2024. Le président de la LFP, Vincent Labrune, a indiqué que cette décision de passage de la Ligue 2 à 18 va permettre de travailler avec la FFF sur la création d'une 3e division professionnelle. Avec la Ligue 2 et le National, nous devons promouvoir le football des territoires. Alors toi Aurélien, tu nous as fait savoir que cette décision, ça t'avait pas trop kiffé. Non, parce que alors si attention, c'est vrai, si la nationale, une 3e division nationale professionnelle est créée, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pour le moment, après c'est encore pour diviser la part, surtout les droits TV de la Ligue 2 qui sont de 60 millions d'euros, si je me trompe pas. Au lieu de les diviser par 20, on va les diviser par 18. C'était à peu près le cas pour la Ligue 1, divisé par 18 au lieu de 20. S'ils veulent vraiment des chiffres, parce que certes la commission de la LFP a voté ça à presque 80%, il y a quand même 78% des clubs de Ligue 2 étaient contre, 12% des joueurs étaient pour, et l'UNFP aussi, le syndicat des joueurs, a voté contre, mais bon, à la fin finalement tout le monde peut être contre. Mais c'est pas toi qui décide. Mais c'est pas toi qui décide. C'est vrai, tiens, excellent même. Donc voilà, c'est à voir. J'ai vu passer comme quoi des clubs de national pourraient avoir des licences professionnelles, mais il faut que ça passe devant la DNCG, et quand on sait que la DNCG avec ce qu'a fait à l'USNAC, donc finalement un peu cause perdue quoi. Ouais, c'est ça. Et maintenant, quand un club de Ligue 2 descendra, au lieu de perdre sa licence professionnelle au bout d'1 an, il la perdra au bout de 2 ans. Vive le football des territoires, hein, qu'est-ce que j'ai envie de te dire, hein, on va s'amuser à aller à Concarneau. Hein. Le fameux football des territoires promu par Vincent Labrune. Du coup, on passe directement à la seconde news. On connaît désormais le nouvel entraîneur du Rasenball Leipzig, le successeur de Jesse Marsch et Domenico Tedesco. Le club l'a annoncé jeudi matin. Le coach allemand avait fait notamment un passage remarqué à Schalke 04, où il avait fini second de Bundesliga en 2018. Un coach qui va devoir faire remonter le club au classement. Rappelons que Leipzig est actuellement 11e, donc un club qui est un entraîneur qui est bien connu en Bundesliga et qui a fait ses preuves notamment à Schalke. On a vu comment le club s'est comporté après son départ. C'est en Bundesliga 2. C'est pas joli. Ouais. C'est en Bundesliga 2, après, si tu veux une petite blague, Tedesco en italien, parce qu'il a des origines italiennes, oui. Ça veut dire allemand, et donc Leipzig qui est un club allemand, ça me fait rire. Mais ça c'est de l'information. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Ouais. Mais est-ce que nous pouvons dire que la marche était trop haute pour Jesse ? Normalement, c'était une blague que je voulais faire lors de récap pour. Ah, il s'est viré donc. Il a trébuché quoi. Bien joué, je voulais laisser le blanc derrière, mais il a tombé magnifiquement. Donc voilà. Domenico Tedesco du côté de Rasenball Leipzig, qui est actuellement 11e de Bundesliga. On va en reparler lors des matchs à voir du week-end, notamment un match de la peur entre le Rasenball Leipzig et le Borussia Mönchengladbach, club dont on va aussi parler dans les flops. On va passer à la 3e news. Et est-ce que ce serait le clap de fin pour Marcelo au Real Madrid? C'est en tout cas ce qu'annonce AS, barré par Ferland Mendy au poste de latéral gauche et sur la pente descendante depuis un peu plus de 2 ans. L'homme aux 4 Ligues des Champions avec les Merengues devrait même quitter le club dès cet hiver. Âgé de 33 ans, il se dirigerait vers le championnat brésilien afin de pouvoir jouer le mondial dans un peu moins d'1 an. La question est la suivante, est-ce qu'il y en a encore sur le capot, le bon vieux Marcelo? J'y crois pas vraiment. Très honnêtement, pour moi, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il a plus vraiment sa place à Madrid.
Et là, Ferland Mendy, bon, à voir ce que l'ami Romain Molina va me dire sur lui. C'est ce que j'allais dire. Mais en tout cas, en termes juste sportifs, il fait largement l'affaire. Et pour moi, Marcelo, il doit s'en aller. C'est une certitude. Après, pour la Coupe du Monde l'année prochaine, avec le Brésil, il va falloir du coup. Dani Alves était parti au Brésil pour jouer numéro 10. Est-ce que lui va pas changer de position parce que techniquement, quand même, c'est un garçon qui a du ballon. Je suis pas persuadé qu'il fera la Coupe du Monde dans un an. Surtout qu'à gauche, le Brésil a Renan Lodi, Alexandro aussi. Dès que tu as 2 joueurs, c'est fini. Oui, surtout que au Brésil, les latéraux, c'est pas mal stacké. Voilà. Donc Marcelo, ça va être compliqué pour jouer le mondial. Surtout que, comme on l'a dit, ça fait 3 ans qu'au Real, vraiment, c'est très poussif et qu'il est un peu carbo, on peut le dire. Disons qu'avant, il avait un côté. Il a toujours été très offensif, mais il avait le coffre pour revenir un petit peu. Maintenant, le problème, c'est que dès qu'il se faisait passer, c'était terrible, des images terribles. Le coffre est derrière. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est ce que j'allais faire la petite blague, comme Flavien a dit, c'est que Dani Alves était parti au Brésil pour augmenter d'un cran. Mais je crois que d'ailleurs il avait été rappelé aussi en équipe. Ouais, en équipe du Brésil, il avait joué la Copa América. Dani Alves, ouais, il a déjà un cap un peu. Les JO aussi, Dani Alves. Il avait fait les JO, oui. Oui, mais ça c'est parce que après les JO, c'est pas le. Puis on parle quand même d'un joueur du Barça maintenant. Dani Alves. C'est ce que j'allais dire, c'est que et c'est qu'il est parti du Brésil pour revenir après au Barça. Et c'est Marcelo, si on le revoit au Real dans 3-4 ans. Ouais, faudrait qu'il augmente son cardio maintenant. Qu'il retrouve son cardio. Ce qui est quand même affolant, c'est qu'il a que 33 ans. Oui. Après, il est au top depuis pas mal de temps quand même. Ça fait depuis 21, 22 ans. 10 ans. Ouais. Ça fait 10 ans qu'il est vraiment au top avec le Real Madrid. Et bon, évidemment, des saisons pleines avec le Real. Une grosse pensée pour Serge Fabregas. Qui ça? Un mec qu'on n'a plus vu courir depuis 2012. Quoi, il a gagné l'Euro avec l'Espagne en jouant en 9. Donc voilà, et surtout aussi au Real Madrid, il y a aussi la relève. Et il y a Ferland Mendy, même si avec les révélations, les dernières révélations, ça a été un peu compliqué. Il y a aussi le jeune Miguel Gutiérrez du côté du Real qui a fait de bons matchs, de bonnes entrées et qui peut. Odriozola, il est latéral droit. Oui, il est latéral droit. Il est à la Fiorentina encore. Et il est prêté à la Fiorentina. Il est à la Fiorentina, donc voilà. Donc il y a quand même bonne performance à la Fiorentina. Il a toujours été un très bon joueur, notamment la Sociedad Odriozola, même s'il n'a pas trop confirmé au Real. Donc il y a quand même pas mal de relèves au poste d'arrière gauche au Real Madrid. Et on va passer à la dernière news. On n'est pas du genre à se moquer du malheur des autres. C'est pas drôle. Si, c'est drôle, mais faut pas le faire. Mais par moment, un petit ça peut s'avérer mérité. On vous parlait la semaine dernière du refus de Joshua Kimmich quant à se faire vacciner. Eh bien, le milieu de terrain allemand ne rejouera pas avant 2022 à cause des séquelles du Covid sur son organisme. Il souffre notamment d'infiltrats pulmonaires, a précisé Julian Nagelsmann aujourd'hui en conférence de presse. Donc là, Kimmich, on vous avait prévenu quand même, monsieur. Ouais, non, mais c'est pas le seul joueur du Bayern qui n'était pas vacciné, si? Non, il y avait Cuisance. Il y avait Cuisance, Niabri et Musiala, il me semble. Voilà. Dimanche, il n'était pas sur le terrain, il était sur un meeting à Villepinte. J'avoue, mais non, ça reste dommage pour Joshua Kimmich, mais j'ai lu aussi que finalement Djokovic était sur les listes pour l'Open d'Australie. Il pourra jouer a priori l'Open d'Australie. Donc c'est marrant ça, tiens. On pourrait faire un léger parallèle. Finalement, l'altermondialiste Novak Djokovic avec Joshua Kimmich, on voit que. Écoute, bientôt, peut-être un crossover en première intention. Tennis, football, Djokovic, Kimmich, tous les deux pas vaccinés. Non, dommage pour Kimmich, parce que ça reste quand même un très grand joueur, un très grand latéral droit, un très grand milieu de terrain, un très grand joueur allemand. Il devrait revenir début 2022, c'est pas non plus hyper grave, a priori. Après, non, mais... On connaît des personnes qui ont un Covid très long. Donc Kimmich, ça peut être la même chose. On sait jamais. C'est vrai. Mais bon, après, ça n'a pas joué sur son cardio, à mon avis. C'est sur ça qu'on va finir les news. On va passer aux news extraordinaires. C'est parti. Allez, vas-y Aurélien. Allez, on me voit plus. On me voit plus. Plus discret que Chantal Lobby, mais moins drôle qu'elle, me voici de retour pour 3 nouvelles news extraordinaires. L'âge n'a aucune emprise sur les performances de José Sand. Celui qui pourrait être comparé à Xavier Gravelaine pour ses 17 clubs en presque 20 ans de carrière, jouit d'une bonne réputation de goléador sur le continent sud-américain, puisqu'il a déjà eu 3 fois le titre de meilleur buteur du championnat argentin. Et à 41 ans, notre brave José, qui officie sous les couleurs de Lanús, et dont c'est le 3e passage d'ailleurs, est toujours chaud. Il occupe actuellement la 2e place du classement des buteurs avec 15 réalisations en 23 matchs. Et tu me censures? Si, je l'ai dit. À 2 doigts. J'allais dire que
Ben, grâce à l'anus, il arrive à la foutre au fond du trou. Allez. Allez, la prochaine phrase que je vais dire est banale, moins que la dernière. Et donc, cette phrase est banale, sûrement moins que les tatouages Carpe Diem, mais croyez en vos rêves. KRL et Kairis Lisby sont des jumeaux et également les rejetons de Kevin Lisby, un ancien international jamaïcain. Alors le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre car les deux aiment taquiner la gonfle. Alors qu'ils étaient dans l'académie de Leyton Orient depuis leurs 9 ans, le club leur indique la porte de sortie en 2017. Ils cherchent alors une échappatoire et font même un essai à Watford qui s'avère négatif. Mais le chemin du rejet ne s'arrête pas là et ressemble à ma vie sentimentale lorsque j'étais adolescent. Colchester puis Millwall, je ne dirai pas donc les vrais noms, leur mettent un râteau et ils doivent aller en amateur à Cray Valley. Heureusement, le destin est facétieux. Un scout de West Ham les remarque et les convoque pour disputer un match amical contre Watford. Et finalement, après ce match amical, ce n'est pas les Hammers qui obtiennent la signature des jumeaux, mais les Hornets, soit le club qui les a rejetés 4 ans auparavant. Par contre, la personne qui m'a rejeté 4 ans auparavant, j'ai le nom. Allez, je finis sur une séquence émotion. Mercredi, des Baby Mancuniens ont disputé un match de Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne, ce qui a permis plusieurs jolies histoires. Alors en dehors du fait de voir un nouveau Zidane chausser des crampons, après le français et l'Égyptien, celui-ci est irakien. À lui de savoir quelle carrière il veut avoir. Je vais m'attaquer au petit Charlie Savage. Alors le fils de Robbie a pu faire mieux que son footballeur de père en portant la tunique des Red Devils. En effet, l'ancien international gallois avait dû partir à Crewe Alexandra pour démarrer sa carrière pro alors qu'il était pensionnaire de l'Académie Manchester. Bref, alors que Robbie était connu pour son côté rugueux, lorsqu'il a dû commenter les premiers pas de son rejeton au micro de BT Sport, il a chialé comme une madeleine. Merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires. On va passer maintenant au top et au flop. Les top flops et on va commencer évidemment comme d'habitude avec les tops et Flavien, tu vas faire plaisir ou mal à Aurélien, je sais pas. On commence avec un petit avant-goût du récap de Ligue des Champions qui arrive juste après avec toi. Tu veux nous parler d'un joueur qui bat des records cette année, c'est Sébastien Haller. Ah, je pensais que c'était Akan Kalanoglou. non, mais c'est un joueur qui pourrait jouer à l'anus lui aussi. Tellement vu comment il marque des buts, non, de Sébastien Haller Anthony avec Martial aussi. Oui, un peu moins sur le terrain, on va dire. Non, Sébastien Haller, meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison avec 10 buts en 6 matchs, qui renaît encore de ses cendres après avoir passé à West Ham un passage difficile. La meilleure but, je crois que c'est le premier joueur à avoir mis 10 buts en 6 matchs en Ligue des Champions. Oui, il a battu le record de Haaland, je crois. Je crois que c'est ça. Et, tout simplement, il a marqué plus de buts que la Juve, que l'Inter ou que Chelsea sur cette. Le Barça aussi, quand même, mis 2, donc c'est pas plus facile. Il a mis plus de buts qu'Eden Hazard en 6 matchs, alors qu'Eden Hazard, c'est sur sa carrière en Ligue des Champions. Enfin bref, grosse demi-saison de Sébastien Haller, ça te fait plaisir, je suppose, quand même. Ce qui me fait plaisir, c'est dommage qu'il soit ivoirien. Ouais. Il choisit la sélection ivoirienne. Et qu'il ne va même pas disputer la CAN. Pourquoi il va pas disputer la CAN? Parce que la Côte d'Ivoire ne sait pas. pas. C'est vrai, la Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée pour la CAN. Tout simplement. Ça va arranger l'Ajax aussi. Ouais, mais je crois qu'en plus les huitièmes de Ligue des Champions tombent juste après ou vraiment pas longtemps après la CAN. Mais de mémoire aussi, il me semble qu'il est meilleur buteur de l'Eredivisie. Ah, c'est bien possible. Voilà, c'est bien possible. Il a marqué à tous les matchs qu'il a joué cette saison avec des champions. Dont un quadruplé. Donc quadruplé la première journée contre le Sporting. Bordel de merde. Bordel de merde. Combien de buts à Auxerre Je crois qu'il en a mis que 2 ou 3. À vérifier, mais c'est pas officiel. C'est-à-dire qu'Auxerre, c'est vraiment là, avec des champions, c'est en dessous. Bah non, mais c'était à force de chercher les nouveaux 6C, putain, on en a cramé des joueurs. Bon, allez. Et on en reparlera un petit peu de Sébastien Haller pendant le récap de Ligue des Champions, évidemment, puisqu'on va parler de l'Ajax. Donc on va passer à toi, Aurélien. On passe d'un buteur à un autre. Et là, toi, tu pars en Serie A, Aurélien, et plus précisément à Vérone, pour nous parler d'un buteur qui enquille les buts comme son père enquille les matchs sur le banc de l'Atlético. Tu nous parlais de Giovanni Simeone. Et oui, en effet. Donc c'est l'homme fort vraiment du début de saison de l'Hellas Vérone. Ce week-end, il a marqué un doublé contre Venezia, alors que franchement, tout était mal parti pour le club de la ville des amoureux. Et oui, Vérone, c'est Roméo et Juliette aussi, un petit point culture. Après l'anus. Et oui, comme quoi, hein, c'est un peu ça, moi, le chaud, le froid, les montagnes russes, comme on appelle. Mais pour en revenir, donc le Hellas Vérone était mené 3-0 par Venezia, grâce d'ailleurs à un but de T. Henry.
Mais bon, c'est Thomas Henry. Hein, c'est moins glamour. C'est moins glamour. Mais ce qui fait que d'ailleurs, le fameux Henry de Venezia a marqué plus de buts que Thierry Henry en Serie A, puisque malheureusement, à son passage raté à la Juventus, il n'a marqué qu'un but. Mais je reviens à Giovanni Simeone, puisque c'est son deuxième doublé après celui contre la Juventus. Et c'est la troisième fois d'ailleurs de la saison qu'il marque, on va dire, plus d'une fois, puisqu'il avait marqué un superbe quadruplé. Alors ce qui est surtout bien en fait avec là où vraiment Giovanni il a réussi encore une fois à revenir parce qu'il était au fond du trou, et cette fois-ci je ne ferai pas de blague puisque le problème c'est que voilà il était sorti de 2 bonnes saisons quand il était arrivé en Italie au Genoa, donc il avait mis 12 buts au Genoa, puis après transféré à la Fiorentina il marque 14 buts, mais après il en marque que 6, il est viré à Cagliari, il en met que 12, il reste à Cagliari, il en met encore 6, et là ça y est, il est à 11 buts en 15 matchs, donc normalement il devrait arriver à sa quinzaine de buts, donc il sera pas sûrement, enfin il a que 26 ans de mémoire, donc il peut encore se faire un nom, en tout cas il est en train d'en écrire un joli prénom, en tout cas. Prénom en Serie A, en sachant que c'est vrai qu'un nom, son père avait quand même bien marqué la Lazio et l'Inter Milan. Donc tout ce qui manque de toute façon à Giovanni Simeone, c'est la régularité, donc c'est ça. On va voir s'il va faire ça au Las Véron. Parce que son père était très régulier pour lâcher des gros tacles, lui s'il peut lâcher des gros buts, voilà. Et oui, il a déjà fait pas mal de clubs de Serie A, donc peut-être cet été. Cet été, on ne sait pas. Cet été, qui sait si un gros se positionne. Il y a quand même Zlatan Ibrahimovic, il a quand même 40 ans. Hein. Il y a Pietro Pellegrini, il est constamment blessé, il est en prêt. Qui ça encore? Bah tu sais, le mec qui provoque les bagarres contre Lyon. Oui, je vois. On voit tous Pietro Pellegrini. Du coup, il a joué avec le Milan AC cette année ou pas? Il a dû jouer 3-4 fins de match. 3-4 fins de match, ouais. Donc dommage pour un joueur qui est arrivé à 16 ans au Monaco, il me semble. Ou à 15 ans? Non, pas 18. Il a commencé à 16 ans au Genoa. Mais il a rejoint Monaco, je crois, à 18 ans ou 17-18 ans. Ouais, 17-18 ans, qui est arrivé très tôt. Malheureusement, qui a jamais confirmé les espoirs placés en lui. Ça va, il a 20 ans, hein. On peut encore attendre un peu. Pour l'instant, c'est vrai. Oui. 20 millions. Il a 20 ans, 20 millions. Et là, donc, on repasse d'un butard à un autre avec Christophe. Après les Pays-Bas et l'Italie, on repart entre les deux en Allemagne avec un joueur dont on n'entend pas beaucoup parler ici en France, mais qui fait également un début de saison du feu de Dieu, le buteur nigérian de l'Union Berlin, Taiwo Awoniyi. Exactement, 9 buts en 14 matchs avec le deuxième club de Berlin après le Hertha Berlin de Stevan Jovetic. Voilà, c'est là qui a mis un doublé aussi. Tuzar surtout. Oui aussi, oui. Mais effectivement, Stevan Jovetic, un magnifique doublé avec un 1-2 notamment avec Belfodil, absolument exceptionnel. Et on va rester pour le moment avec Awoniyi, donc le 5e buteur de Bundesliga. Alors lui, il a pas mal navigué parce qu'il est arrivé à Liverpool en 2015, depuis l'Imperial Academy du Nigeria. Mais comme beaucoup de jeunes dans son cas, il a pas mal été bourlingué, si je puis dire, de prêt en prêt. Il a fait 6 prêts, notamment à Francfort, Nimègue, Mouscron, La Gantoise, Mayence et donc Union en 2020. Et lors de cette saison 2020-2021, il a donc mis 5 buts en 22 matchs. Et finalement, il a enfin été transféré à l'Union pour 6,5 millions d'euros. Alors c'est un joueur qui a grandi donc au Nigeria, à Ilorin, qui est à environ 300 km de Lagos, qui s'est spécialisé dans la réparation de ses propres chaussures, car même si ses parents avaient les moyens de lui en acheter, parce que son père était, je crois, médecin et sa mère trader, mais malgré ça, il voulait quand même réparer ses propres chaussures, et il a d'ailleurs réparé aussi les chaussures de ses propres coéquipiers à l'époque. On l'a aussi connu notamment en 2013, puisqu'il a gagné la coupe du monde des U17, avec notamment Iheanacho en duo en attaque. Il a été repéré en 2020 à l'heure de la Coupe du Monde U20, donc non, je vais y arriver. Il a été repéré lors de la Coupe du Monde U20 en Nouvelle-Zélande, donc par Liverpool, qui l'a acheté, et puis donc s'en est suivi ce parcours si atypique, et puis là ça y est, il brille enfin avec l'Union. Ah oui, un parcours atypique pour Taiwo Awoniyi qui va faire une fin de saison aussi bonne que le début. Il est encore jeune, c'est un 97, donc il a 24 ans. Ouais, c'est ça, 24 ans. Pour le moment, c'est que le deuxième meilleur Théo de l'histoire du football. Sauf que là, c'est son prénom, Taiwo Awoniyi. Oui, mais laisse mes blagues. Non. Attends, je fais beaucoup de cette émission, et on est qu'au début en plus. On va donc passer au flop et à toi, Flavien. On a parlé de la LFP lors des news pour la Ligue 2 A18, mais elle a également fait débat par rapport au verdict des sanctions envers l'OL après les incidents de l'Olympico le mois dernier, des décisions controversées. Ouais, merveilleuse LFP qui prend ses décisions sans écouter les clubs qui sont concernés, parce que l'OM notamment n'avait pas été convié à la commission de la LFP, et je trouve que c'est un peu lourd pour l'OL qui prend un peu, je trouve, pour tous les incidents récents qu'il y a eu en France, et qui sert d'exemple, qui a pris quoi, un point de pénalité et un huis clos pour l'OL-OM qui arrive.
je trouve pas ça très clair de la part de la LFP. En même temps, comme on en parlait tout à l'heure avec la Ligue 2, ça va pas non plus. Donc bon, s'ils sont sur leur droit chemin, ils sont bien réguliers pour bien faire de la. Voilà. Merci pour ce coup de gueule. Non, mais bon, en plus, c'était un flop qui était. Ça sentait tellement que ça allait être. Bof. Mais quand même, je crois que lors des incidents d'OM Nice n'avait pas été convoqué, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, je crois avoir lu un truc comme ça. Ouais, mais bon, dans les deux cas, l'OM est la victime. Une fois, ils sont convoqués, une fois. Oui, non, mais après. Tu dois avoir les deux parties. Même si moi, je m'en fous. La sanction ne me dérange pas plus que ça. Un huis clos et ça me paraît assez cohérent d'ailleurs. Ouais, moi, en fait, ça me paraît cohérent la sanction en soi, mais c'est juste que tu dois au moins avoir les deux côtés. Non, mais je crois que l'OM n'a pas un point avec sursis pour. Non, ou c'est Nice qui a un point avec sursis. En fait, ils ont un point à Nice et ils ont un sursis en plus. Ouais. Sur le deuxième point. Alors que là, Lyon n'a pas de point avec sursis. Non, ils ont un huis clos qu'ils ont déjà fait. D'accord, ok. Bon, bah ça va. Donc les racistes niçois sont plus dangereux que les racistes lyonnais. Information très importante. Il y a aussi dans cette commission, je crois, la fameuse amende de 10 000 € contre Marseille pour le racisme envers Souk, le genre de 3. Oui. Voilà, qui est une très bonne décision. Ah oui, ça, bien en sûr. Un peu plus cher, faudrait. Donc hâte de voir la prochaine échauffourée, la prochaine décision de l'AFP. Le week-end prochain. On va passer à toi Aurélien, ton flop. On attendait beaucoup de l'OGC Nice cette saison, des recrues intéressantes que ce soit sur le terrain avec Calvin Stengs, Andy Delors ou encore Jean-Claire Todibo, mais aussi sur le banc avec l'arrivée de Christophe Galtier, champion de France l'an passé avec le LOSC. Le bilan est pour l'instant plutôt satisfaisant avec une 4e place en Ligue 1, mais attention à la mauvaise série des Aiglons, 3 matchs sans victoire, dont un 3-0 sèchement reçu par Strasbourg le week-end dernier à domicile. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit. Bon, je trouvais un peu fort quand tu as dit on est un peu. C'était un peu bizarre. Bon, on est un peu déçus. Non, pas trop, parce qu'ils sont quand même 4e. Oui. Mais ouais, c'est surtout cette série des 5 derniers matchs où il n'y a eu qu'une seule victoire. Est-ce que je l'avais noté? Et non, malheureusement. C'était contre Clermont, je crois. Oui, c'était contre Clermont. Donc, et vu comment va Clermont ces temps-ci, c'est pas non plus, on va dire, une grosse performance. C'était une victoire assez étriquée avec un doublé de Gouiri, un peu galère, mais ouais, c'était pas un super. C'était un but. D'ailleurs, 2 buts magnifiques de Gouiri, je me rappelle, oui, c'est vrai. Un enroulé qui passe juste au-dessus de la tête. Bref, et en plus, surtout qu'il y avait eu ce bon match nul contre le PSG, un 0-0. D'ailleurs, ils avaient été proches une ou deux fois, je crois, de marquer. Mais, depuis le PSG, ouais. Mais bon, c'est vrai que comme j'avais recadré Gouiri en première intention, et il a dû m'entendre, parce qu'après, derrière, il a marqué. Et là, si Monsieur Galtier pouvait faire quelque chose de très bien avec Nice, puisque la 4e place, j'aimerais qu'il vise un peu plus, puisque pour moi, c'est le successeur, le fameux successeur. Mais comme je suis quelqu'un qui me tient au courant de l'information actuelle, j'ai lu qu'il a dit il y a eu entre moi et les joueurs, d'ailleurs on dit entre les joueurs et moi, Monsieur Galtier, un long et calme échange qui s'est avéré constructif. Tout le monde s'est exprimé, donc j'ai l'impression que... Pas comme avec la LFP. Non, c'est ça, mais bon, un long échange, j'y crois, calme, connaissant Galtier. Connaissant Galtier et Andy Delors, ça a dû être sympa. Donc ça n'a pas dû être calme, mais en tout cas, si les mecs ont réussi à se dire les choses en face et à repartir de l'avant, parce que Lens les menace méchamment, et Lens qui était aussi sur une mauvaise passe, et j'ai l'impression qu'ils sont quand même en train de reprendre du poil de la bête. Du poil de la bête, surtout que les grosses écuries sont en retard. On parle de Lyon, l'OM aussi qui galère de plus en plus en Ligue 1. Mais qui est 3e. Donc il y a quand même une place à prendre pour Nice, peut-être en Ligue des Champions. On ne sait pas, jusqu'à la fin de saison, tout est possible. On va finir par toi, ton flop à toi, Christophe. Quelle différence une année peut faire dans un club à cette période? L'an passé, le Borussia Mönchengladbach finissait 2e de sa poule de Ligue des Champions, tenant la dragée haute au Real Madrid. Aujourd'hui, le club allemand est 13e de Bundesliga et vient de se faire détruire 6-0 par Fribourg à domicile. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Gladbach, c'est un club que je comprends pas, en fait. D'un match à l'autre, ils peuvent te faire une super performance, et là, le match d'après... notamment en Coupe d'Allemagne contre le Bayern. La victoire 5-0 contre le Bayern. Mais là, tu parles de cette victoire 6-0 face à Fribourg. Il y a aussi eu la semaine d'avant une défaite 4-1 face à Cologne. Donc voilà, c'est un effectif qui, quand même, moi, je trouve, est de qualité. Bon, après, évidemment, il y a eu un changement d'entraîneur avec Adi Hütter qui a débarqué. On sait qu'avec l'Eintracht, la défense n'était pas non plus son point fort, et ça n'allait pas non plus là, avec Gladbach. Il veut mettre ce système en place à 3 défenseurs, mais... Ça prend pas très bien. Ben Sebaini, il fait son taf sur son côté, mais bon, Ginter dans une défense à 3, je suis pas spécialement convaincu, on va dire. Donc ouais, t'as Jonas Hoffmann qui, offensivement, pour le coup, lui, il fait le taf.
En 13 matchs, il a déjà fait mieux que son meilleur bilan dans toute sa carrière. Il a mis 7 buts. Sauf que le problème, c'est qu'à côté de ça, il n'y a personne d'autre. Marcus Thuram, il n'a pas réussi à revenir. Hassan Place, c'est pareil. Il a mis, je crois, 3 buts. Thuram, il n'a toujours pas marqué. Il n'a toujours pas disputé même le moindre match en entier. Donc ouais, Gladbach, c'est une équipe qui est malade. Et moi, ça m'embête parce que, comme tu l'as dit, l'année dernière, ils étaient quand même bons. On l'a vu face à City, même dans... Pas Bundesliga, du coup, vu qu'ils avaient terminé 8ème. Mais voilà, c'est une équipe que je comprends pas et que j'aimerais mieux comprendre, du coup, Gladbach. Ouais, donc une équipe qui emploie le tout ou rien. C'est ça. Ouais. Et en ce moment, c'est plus le rien, malheureusement, que le tout pour Mönchengladbach, qui est 13ème de Bundesliga. Donc, bon, attention, parce que la descente, on ne sait jamais. L'accident peut vite surtout arriver. Surtout que Mönchengladbach, quand Lucien Favre arrive, c'est pour les sauver. Hein. Donc, c'était il y a 4-5 ans. Ouais, 5 ans, je pense. Ouais. Donc, attention. Hein. On doit faire une Schalke 04, ça peut aller très vite. C'est vrai que rappeler que Schalke 04 a été 2ème de Bundesliga en 2018. Et oui, et Bundesliga 2 maintenant. Et ils sont même pas dans les 3 premiers, il me semble. Non, ils ont eu du mal à démarrer, de ce que j'avais vu. Pour Schalke 04. C'est donc la fin de ce top flop. On va donc passer maintenant au récap Ligue des Champions. C'est parti. Mais de la Ligue des Champions, mais pas que, évidemment, avec la page européenne. Donc, il y avait au début de cette Coupe d'Europe, de ces différentes Coupes d'Europe, il y avait 5 clubs français engagés. Il y a toujours 5 clubs français engagés en Coupe d'Europe. Et la France est première au classement UEFA de cette saison. Ouais, avec 15,11 points. Un truc qui est quand même assez exceptionnel. La Ligue des Talents, tout simplement. La Ligue des Talents, la Farmer League. Voilà, donc ils ne sont pas tous qualifiés dans leurs différents tournois. Évidemment, Marseille qui a été reversé en Conference League. C'est le seul. Grâce à sa victoire au Lokomotiv. Voilà. Donc tu gagnes contre le Lokomotiv et tu finis en C4. Je suis désolé. Donc on va parler des différents clubs français, mais aussi parler de ce qui s'est passé en Ligue des Champions. On a tous les qualifiés pour les 8e de finale de Ligue des Champions notamment. Et on va commencer par les clubs français et le Paris Saint-Germain, qui a gagné son dernier match 4-1 face à Bruges, avec notamment une première mi-temps excellente. Est-ce qu'on n'a pas vu la meilleure mi-temps sous l'ère Pochettino du Paris Saint-Germain? Je suis pas sûr. Il y a quand même celle contre Manchester City, quand même, non? Ouais, Manchester City était à dans ce que tu proposes par rapport à City, c'était pas mal. Contre Lens, il y a une bonne mi-temps aussi. Hein. Il y a la semaine dernière, mais non, effectivement, contre Bruges, t'as été sérieux dès le départ, en fait. C'est là où tu te lances. Attends, tu gagnes 2-0 en 10 minutes, un truc du genre. Oui, c'est pas le doublé le plus rapide de la Ligue des Champions là, en termes de temps. Je crois avoir ça, mais j'en suis pas convaincu. Je crois. Moi, j'ai juste eu les alertes MPG et je fais putain, ça commence. Non, voilà, tu finis bien. C'était pas forcément obligé, mais après avoir perdu contre City, c'était bien de se relancer et de finir bien avant justement d'être joué contre Monaco dimanche. Pas plus que ça. Après, c'est un match qui était pas non plus. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Il y avait de l'enjeu pour Bruges, mais qui très vite en fait a été largué au score. Et puis de toute façon, Leipzig avait gagné à Manchester City. Donc 20 buts encaissés par Bruges. Hein. Et ça fait beaucoup. Ouais, ils ont en tout cas le début de leur campagne de Ligue des Champions était plutôt intéressant. Le match contre le Paris Saint-Germain était ils font vraiment un vrai bon match. Ils font un vrai bon match. Excellent, et c'est dommage que ça n'a pas pu suivre du côté de Bruges. Donc du coup, dans ce groupe, le PSG finit 2e et City qui finit 1er. Là, le tirage au sort est lundi. Ça va être intéressant de voir contre qui le PSG va tomber, parce que je crois que le plus gros pourcentage, c'est le Real. Bah super, un classique de Ligue des Champions. Moi, ça me va en vrai, hein, c'est pas plus mal. Hein. Ouais, parce que il y a des trucs un peu plus compliqués. Ouais, Liverpool pas trop, non? Non, non, Liverpool. Très heureux que Chelsea soit 2e. Alors là, vraiment incroyable. Non, mais le Bayern, non. Ouais, on parlera de l'escroquerie Juventus d'ailleurs. C'est déjà une escroquerie dans la vraie vie. Hein. Ça arrive bientôt, mais alors là, la Juve première de son groupe. Donc on va rester en Ligue des Champions avec les clubs français et la merveilleuse performance du LOSC qui finit premier de sa poule. C'était un match tout ou rien contre Wolfsburg. À Wolfsburg, et Lille a gagné le match 3-1 avec des buts de Burak Yilmaz, de Jonathan David. Oui, et d'un petit jeune. Et Nuno Mendes, je crois, Gomez. Oui, Angel Gomez, oui, Angel Gomez. Nuno Mendes, il est chez nous, monsieur. Effectivement. Et qui a fait un très bon match d'ailleurs contre Bruges. Et qui est blessé. Kurzawa va bien. Kurzawa a dit qu'il partirait après Leonardo. Waouh. Voilà, le choc. Il risque pas de partir de sitôt. C'est exactement ce qu'il veut dire. Donc voilà, donc Lille qui finit premier de son groupe. Quand on voit comment le LOSC galère en championnat, les voir aussi bons en Ligue des Champions, c'est quand même assez. C'est ça, c'était vraiment ce LOSC aux deux visages, quoi. C'est que dès qu'ils ont entendu la musique de la Ligue des Champions, non mais vraiment pour gagner, ils ont gagné contre Séville. Ils ont fait
Bah d'ailleurs, ils ont combien? Attends, j'essaye de revoir parce que j'ai mis, mais c'est ça ou Ils ont 11 points. Et Lille, ils finissent à 11 points, oui. 11 points, mais qu'une seule défaite. Ouais. Une Donc, défaite contre Séville. Défaite contre Salzbourg. Salzbourg, oui. de Oui, sur 2 penalties, si je dis pas de bêtises. Avec, Je crois que c'était ça, Adeyemi, ouais. Adeyemi, c'était ouais, ça. c'est ça. Donc franchement, pour le coup, non, on peut que leur tirer le chapeau. Et franchement, Gourvenec qui subit toujours, on va dire, Quelques critiques, les critiques et surtout en fait son passage à Bordeaux qui était cataclysmique. Après Bordeaux et cataclysmique. Bordeaux. Hein. Ouais, non, mais après c'est ça, c'est quand tu regardes finalement Bordeaux après, c'est pas non plus le soleil. Donc non, franchement, Gourvenec qui était un peu devenu un mal-aimé ou qui était en train de subir un peu la comment s'appelle le stéréotype de l'entraîneur français plutôt défensif, en fait, quand on lui colle un effectif qui tient plus que la route, il arrive à faire des choses, il arrive à rendre il a réutilisé Renato Sanchez, il a Joe David qui est... Jonathan David, ouais, qui, je pense que c'est cet été, Jonathan David, c'est la dernière année. ouais, ça va C'est la décoller, dernière année. décoller vers d'autres cieux là. Jonathan David. Là, mais c'était à peu près sûr, hein, de toute façon, hein, quand l'escroc hispano-luxembourgeois l'a acheté, hein, c'était essentiellement pour faire une plus-value. Maintenant, C'était pour remplacer Osimhen, du coup, qui était déjà parti. Oui, dans un autre montage fumé. C'est vrai, il y a beaucoup de montage fumé quand même. Ouais, la Guarda Financia est en train de regarder ça. C'est ça. Avec la Juve aussi, ça Avec regarde la pas mal. Juve, ça, c'est marrant. Bizarre. 60 millions, je crois qu'il était parti techniquement. Techniquement, oui. Techniquement, 60 millions et Lille. Et Lille, on a récupéré que 20. Putain, et 40 millions dans la Non, mais c'est surtout vraiment ce joueur-là qui illumine, en dehors d'illuminer le championnat de France, il est en train d'illuminer la Ligue des Champions. Et 50 millions, rien. Moi, je pense à 50 millions, ça part en première ligue bien vite, hein. Ouais. Je pense. Et dans l'autre match du groupe, Salzbourg a battu Séville. Et encore une fois, bizarre, Séville qui se retrouve en Europa League. Ça commence à faire beaucoup. Non, mais sans Emery. Hein. Sans Emery, Ouais. c'est vrai. Sans Emery. C'est ça le problème. Avec Ah les oui, reçus éliminés en 16e. Hein. On sait pas. Ah oui, non, en plus, j'allais dire. Séville qui fait plutôt une bonne saison en plus en Liga. Peut-être que ils vont reprendre leurs bonnes vieilles habitudes en Europa League. Avec, Faut qu'ils s'achètent une défense quand même, Séville, parce que Ouais, là c'est compliqué. Koundé, il peut pas. Après, Koundé et Carlos, c'est un peu aussi sur courant alternatif, c'est très irrégulier. Mais par contre, c'est Lopetegui qui commence un peu à avoir chaud au miquette. J'ai l'impression, de ce que je lis un peu en Espagne, c'est que le courant alternatif de Séville, certes, ça fait une bonne saison, mais c'est pas non plus. C'est un peu à l'image de Nice, j'ai l'impression. Et dans le jeu, c'est loin d'être flamboyant. Oui. Séville, C'est pas le Séville de l'année dernière. Quoi. Oui, c'est toujours des victoires à l'arraché, etc. Donc bon. Est-ce qu'il se siméonise? Peut-être un peu. Peut-être un peu, mais bon, voilà. Donc tant que les résultats sont là, ça va. Et bon, quand les résultats sont plus là. Et le beau jeu, monsieur, vous faites quoi du beau jeu? Et des émotions. Lopetegui qui va peut-être s'en aller. Donc là, c'était un groupe où tout le monde pouvait se qualifier à la dernière journée. Il y a un autre groupe où tous les clubs pouvaient se qualifier à la dernière journée. J'ignore. J'ignore. Je l'ignore. J'ai bien peur qu'on puisse Fais-nous rêver. Comment? Fais-nous rêver. Et oui, évidemment, c'est le groupe de Liverpool. Bon, lui qui était déjà qualifié. Ils avaient fait un 5 sur 5 avant l'AC Milan. Ils ont fait un 6 sur 6 après le Milan. Pourtant, c'était très bien parti pour l'AC Milan. But de Tomori, 1-0. Puis la machine Liverpool s'est lancée. Et, pour laisser les miettes au Milan, c'était pas trop prévu, je pense. Ah non, mais et après, quand j'ai vu Florenzi arriver, j'ai vu Tonali sortir. Tu veux me dire que Florenzi est pas bon? Non. Mais c'est vrai que, putain, Calabria, il manque. Hein. Il est vraiment passé un cap. Surtout que je misais vraiment sur le côté baby Liverpool. Baby Liverpool est arrivé en effet, mais Baby Liverpool, il y a Nat Phillips là où il y a un skills qui traîne en dehors dans la surface de réparation et il en fout 2 à terre juste sur une roulette. Bon je pense que ça résume le match quoi. Ouais, et surtout dans l'autre match de ce groupe, il y avait Porto Atlético Madrid, Atlético qui était dernier du groupe avant le match et l'Atlético, on pouvait s'en douter un petit peu. Ça sentait un peu le mais tout le monde l'a vu. C'était un match de boxe. C'était un match de boxe, oui, à la fin il y avait des bagarres de partout, c'était fantastique. Tout le monde savait. Tout le monde savait. Et l'Atlético qui a réussi à se qualifier. Quelle bande. J'allais dire magnifiquement, mais c'était vraiment pas beau. Hein. C'est vrai que c'était vraiment C'était pas beau, mais mais avec un magnifique Griezmann, toi on peut dire ça. Oui, c'est ça, c'est la le retour. renaissance d'Antoine Griezmann. Je crois décisif sur 6 des 7 buts, je crois, de l'Atlético en Ligue des Champions, quelque chose comme ça. Mais ça m'étonne pas, hein, depuis qu'il s'est coupé les cheveux et qu'il a fait la même coupe de cheveux que Gauthier Hein, étonnamment, au prix Puskás, nominé au prix Puskás, depuis
Antoine Griezmann a récupéré un niveau décent à l'Atlético Madrid. De là à ne pas voir une corrélation, une espèce, il n'y a qu'un pas. Et oui, du coup, que j'ose franchir. Porto qui finit en Europa League et l'AC Milan qui finit bon dernier malheureusement. Après, même si l'AC Milan était sur une belle remontée, ne serait-ce qu'en Serie A, quand même, pour le moment, nous sommes seuls premiers. Avec seulement 3 points d'avance. Ouais, mais après, avec les blessures, notamment celle de Kier, blessure très très sérieuse, malheureusement. Oui, pour fin de saison. Fin de saison. Fin de saison. Fin de saison, c'est minimum 6 mois. Bon, Kier. Romagnoli. Ouais, c'est marrant, hein, c'est marrant. Hein, Vous croyez quoi, que si un capitaine il est foutu sur le banc, c'est parce qu'il est bon? Non, mais c'est ça va être le problème. Autant Tomori est bon, autant Romagnoli, t'as toujours l'impression qu'il a peur de se faire mal. Dommage pour un défenseur, quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment dommage pour l'AC Milan qui pouvait, c'était grâce à la victoire contre l'Atlético qui pouvait espérer vraiment. Mais fallait battre Liverpool. Fallait battre Liverpool, mais il y avait, mine de rien, il y avait une chance. Hein. S'ils ont ouvert le score, c'est qu'il n'y avait pas non plus c'est que c'était pas volé, et malheureusement voilà, tu vois ce que c'est l'inexpérience en Ligue des Champions, tu vois ce que c'est d'avoir 1 ou 2 joueurs qui manquent, et quand t'as pas de banc, t'es dans la merde, et c'est ce qu'on a malheureusement. C'est ce qui fait la différence en Ligue des Champions. Surtout, ouais. Au très haut niveau, dans le prochain, dans les matchs de mardi, il y avait le groupe C, du coup, si je ne dis pas de bêtises. C'est le groupe de l'Ajax qui a encore évidemment gagné. Flavien en a parlé dans son top avec 6/6, avec Sébastien Haller, et l'Ajax, est-ce qu'on pourrait revivre l'épopée de l'Ajax de 2019 où ils étaient arrivés en demi-finale? Il n'y a plus de Frankie de Jong, il n'y a plus Matthijs de Ligt, il n'y a plus Hakim Ziyech, mais il y a une relève. Il y a plein d'autres talents. Ouais. Il y a toujours Tadic, il y a toujours il y a surtout toujours Eric Ten Hag sur le banc. Ten Hag, il y a le fils Blind. Daley Blind, toujours. Daley Blind. T'as Anthony qui est sur courant alternatif, mais il fait. Mais qui a un talent certain et qui est capable de fulgurance. Je crois 2 buts et 4 passes décisives sur la Ligue des Champions. Surtout, je crois qu'il en avait au moins filé au moins 2 à l'air quand il avait foutu son quadruplé. Okay. Donc là, l'Ajax. Encore, ça peut être dans un groupe qui était abordable, tu fais 6/6, c'est vraiment bien. Avec quand même le Sporting Portugal qui fait aussi une bonne qui a fait une bonne et qui finit une deuxième campagne, il finit deuxième avec 9 points comme Dortmund. Voilà, et c'est Dortmund qui est un peu Haaland dépendant. Ouais, qui est un peu à l'indépendant, mais qui a gagné son. Bizarrement, Rayola a déjà commencé à. Ah bah oui, ça y est. Sans citer Paris. Non, mais c'est bon, ça aussi. On parle des transferts visibles. Jonathan David, c'est sûr qu'il part. Mais alors, Haaland, oui. En plus, sa clause à 70 millions, c'est quand est-ce que. Ouais, je crois que c'est ce mercato. Et je pense qu'il y a pas mal d'offres sur la table. Je pense pour Erling Haaland, donc victoire 5-0 de Dortmund dans un match où ils étaient obligés de finir 3e de toute façon. Donc d'être reversé en Europa League avec un magnifique but de Marco Reus, je sais pas si vous l'avez vu. Petit pont, grand pot, fantastique double de Marco Reus sur ce match. De toute façon, Marco Reus c'est un joueur délicieux quand il n'est pas blessé. Exactement. Malheureusement, ça arrive assez souvent. Donc voilà, un match où il y a rien qui se jouait à part la place en Europa League. Le groupe du Real Madrid de l'Inter Milan. Le Real a gagné 2-0 contre l'Inter Milan avec notamment un magnifique but d'Asensio aussi. On retrouve un petit peu l'Asensio 2016-2017 avant sa blessure. Celui qui était plus fort que Mbappé. Ouais, je crois. Ouais. Celui qui va être Ballon d'Or et qui va partir pour 120 millions avant Mbappé. Oups. Mais bon voilà, du coup, et dans l'autre match du groupe, le Shakhtar et Sheriff Tiraspol ont fait match nul. Et Sheriff Tiraspol qui va aller en Europa League. Ouais. Et le Shakhtar qui finit dernier. Le Sheriff Tiraspol il suffit pas d'avoir des couilles pour le Shakhtar. Petite pique à Roberto De Zerbi si tu nous écoutes. Des ans comme Roberto De Zerbi au Shakhtar. Compliqué. C'est compliqué. Ce sont ses premiers matchs européens. De Zerbi à Sassuolo, on voyait aussi que parfois dans des gros matchs, il avait du mal. De toute façon, Sassuolo, ça a toujours été une équipe joueuse, même à l'époque de Di Francesco, qui était joueuse, mais quand il fallait fracasser le plafond de verre, ça se cognait lamentablement. De Zerbi, malheureusement, pour moi, il n'avait pas réussi à changer cette espèce, dynamique-là. Cette dynamique-là, voilà. En plus, c'est le mot
c'était le mot que je cherchais. Et lui aussi, il est en phase d'apprentissage. Et c'est vrai que quand tu vois 2 points pour le Shakhtar, tu te dis que Monaco aurait peut-être pu tirer son épingle du jeu, même si la campagne d'Europa League de Monaco, ça n'a pas non plus été... C'était pas flamboyant. C'était pas Ça a flamboyant. quand même fini premier de sa poule, Monaco. Oui, Voilà. oui. On va en reparler de toute façon. Mais juste après, big up en Europa League. quand même au Sheriff Tiraspol avec le luxembourgeois Sébastien Thiel qui, il y a 4 ans, je crois, jouait encore au championnat du Luxembourg, fumait comme un pompier et tondait la pelouse du stade pour l'équipe pour laquelle il jouait. C'était Grégory, son frère qui joue à Boulogne, je crois, non aussi. Metz, non Metz, peut-être. Non, je crois que maintenant, c'était ils sont- Boulogne, Non, c'était à Metz. C'était Metz, ouais. C'était à Metz, Vincent Thiel, et je crois qu'en C'est ça. fait, les 2 autres frères, ils sont en Pologne maintenant. D'accord. Donc si vous chopez le nom polonais, Alors là, Du club. Donc voilà, on va passer maintenant au groupe E. Oula, j'ai peut-être skippé des groupes là. Non, Non, eux, groupe on est E, d'accord. groupe E, c'est Groupe E, ça. d'accord. Et on se demandait est-ce que le Barça allait, spoiler alerte. allait faire ce miracle de battre le Bayern Munich chez lui pour se qualifier en 8e de finale. Et bah non. Non, pas du tout. Victoire 3-0 du Bayern. voilà, Nagelsmann avait prévenu. Hein, mais- Prévenu, il y aura pas de cadeau. Salutations aux amis de Benfica, il avait dit. Victoire 3-0, un but de Thomas Müller, bizarre encore contre le Barça, c'est quand même assez fantastique. Avec une magnifique célébration, encore une fois. Oui. Ah, j'ai pas vu la célébration. Un deuxième but de Sané, un missile que Ter Stegen. Mon Dieu, quand on parle de perte de niveau, Ter Stegen, ça fait 3-4 ans que c'est quand même assez Il se prend en plus, il se prend top but sur top but quasiment chaque Ah fois. ouais. C'est terrible. Ouais, Ter Stegen, quand même, c'est assez compliqué. Troisième but de Jamal Musiala, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Pour le Bayern, le Barça, ça va en Europa League et le projet Xavi, va falloir se relever de ça parce que c'est quand même une grosse désillusion pour le Barça qui n'avait pas connu ça depuis 2000-2001, si je dis pas de bêtises. C'est 2001-2002. La stat n'arrêtait pas de tourner. En tout cas, financièrement, déjà, c'est une catastrophe pour le Barça. Ouais, Il y avait il y a pas vraiment- mal de problèmes. Hein. Il y a pas mal d'argent à récupérer rien qu'en gagnant Bayern et de se qualifier en 8e de finale. Puis de toute façon, même, ils ont eu un peu de chance parce que c'est Seferovic qui a mangé la feuille de match contre le Barça au C'est match vrai. d'avant. Comment il a pu nous mettre un doublé, lui Non, mais c'est vrai que le Barça a fait une campagne de Ligue des Champions catastrophique et c'est mérité de toute manière de Oui. pas Ouais, de c'est- pas bah, Quand passer tu par marques en que huitième, 2 hein. buts dans ta Voilà, campagne de Ligue des voilà, Champions, c'est ça. normalement tu passes tu troisième. finis, Quoi. et tu fais, Attends, et ils ont tu fait finis 7 quand même. points. Et Ils tu ont fais fait quand même 7 points en troisième. marquant 2 buts, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Hein. C'est de toute façon comment. Est-ce que nous sommes surpris de voir ce Barça ne pas être qualifié en 8e de Ligue des Champions? Non, c'est absolument pas une surprise. Hein. Bah, complètement, oui. Quand tu vois le niveau de jeu du Barça encore, sous Xavi, il y a un poil de mieux, mais c'est vraiment Enfin, toujours compliqué. Donc, Tu te rappelles du débat quand Ter Stegen devait passer devant Neuer, Neuer? oui, moi aussi, je sais ce que je me rappelais. Je me remémorais ça aussi quand on Caca voit son culotte. niveau, quand on voit son niveau actuel, c'est quand même Non, mais assez c'est, fou. tu te rappelles quand l'anglais était un joueur de foot et qu'on le trépignait pour avoir en équipe de France? Ouais. Aussi, oui. Non, maintenant, il rigole avec Lewandowski après cette fête. C'est vrai, il a dû s'expliquer après en plus. Tu te rappelles quand Samuel Umtiti était un joueur de foot? C'est que 3 ans. Il a marqué un très beau but à l'entraînement. Si. Il a lancé sa rotule, ça a touché la balle. Tu te souviens de Dembélé aussi Ah bah Dembélé. Bah, il a joué tout le match, je suis pas Il sûr. a joué, Oui, il a il joué, s'est il a pris joué. un retour de Sané. Pourtant, alors, franchement, c'était duel de joueurs, enfin, je vais dire surcoté, mais pour moi, Dembélé a pu se prouver. Je trouve pas surcoté Dembélé et En le plus, roi Sané Sané. qui fait une très bonne saison en plus avec le En Bayern. plus. Ouais. Contrairement à la saison passée où c'était compliqué, notamment face au. On se rappelle Ouais, du il match est- face au PSG où il- Non, c'était- non, c'était vachement bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. beaucoup apprécié, mais- Il bouffe encore des feuilles de match, hein, quand même, le Oui. roi Sané, malheureusement. De Mais toute manière, t'as Lewandowski dans l'équipe, donc ça sert pas. Tu t'en fous de Oui. manger des feuilles de match. Ouais. L'autre, tu vas marquer. tu fais la passe, t'attends. Voilà. Voilà. On va passer au groupe. T'attends, et normalement, le but, c'est pour le ballon d'or. Ah bah non. On va passer au groupe F avec encore une fois un match qui était décisif pour le passage en 8e de finale entre le Villarreal et l'Atalanta qui s'est joué jeudi à cause des chutes de neige du côté de Bergame. Ouais. Et l'Atalanta, ça file en Europa League, défaite 3-2 dans un match Un peu fou. Hein. ouais, un peu fou. Il y avait 3-0 à la mi-temps. Hein. Ouais, 3-0 à la Il y mi-temps. avait 2-0 à la mi-temps. 2-0 là. 2-0? 2-0, oui, ils sont en début de première mené mi-temps. 3-0. Mais Ouais, avec il y avait 2-0 à la mi-temps. notamment un doublé de Danjuma. Dan Yuma. Très très bon avec, Ouais. avec Villarreal, grosse révélation de cette saison. Et l'Atalanta qui aurait pu, sur notamment une frappe de Muriel à la 90e qui finit Poteau. s'écraser sur le poteau. C'était assez fou. Villarreal qui passe en 8e de finale alors que bon, leur saison est quand même assez, j'allais dire dégueulasse, mais très compliquée. Restons polis. Villarreal qui arrive en 8e de Ils finale. sont en deuxième partie de tableau. Oui, franchement, c'est très compliqué. Emery, cette saison, c'est assez fou. Mais après, il n'a pas eu de chance, notamment avec la blessure de Gérard Moreno qui revient. Ça explique aussi que Villarreal soit un peu mieux en ce moment. Donc, Villarreal qui passe et l'Atalanta qui va en Europa League. On va reparler de tous les clubs qualifiés en Europa League. Sacrément relevé quand même hein, cette année, l'Europa Ah bah, League. de toute façon, l'Europa League, faut pas se mentir. Hein, chaque année, il y a des belles affiches. Ah, mais là, quand même, c'est assez. C'est on fait le comment compte, c'est tu vas assez pas me dire que.
Alors Manchester-Villarreal, c'est pas une finale de Ligue des Champions, mais Europa League du coup. Mais Bah oui. ça peut être comment ça aurait pu être un quart de Ligue des Champions. un quart de Ligue des Champions sans problème. Hein. Oui, bah après avec ce Villarreal là, on va voir ce que ça fait en 8ème. Mais bon, si ça continue à jouer comme ça va sauter dès les 8ème. Lille, on en a parlé. On finit évidemment. Tu voulais en parler de cette honte, la Juve qui finit premier. Comment c'est possible, Aurélien? Eh ben, je vais t'expliquer. Club ami. Je vais t'expliquer parce que quand même c'est donc c'est beau quand même. Hein. But marqué de la Juventus. Ah non, il y en a 10 quand même. Mais bon. Ouais, faut pas abuser. faut pas abuser. Mais bon, comme quoi une équipe qui se prend 4-0 par Chelsea peut finir première. C'est simple. Hein. C'est vrai que finalement, c'est un peu l'équivalent du championnat. C'est-à-dire qu'un championnat, tu peux finir premier en perdant contre tous les gros. Je pense. Non, j'allais dire, tiens, l'année dernière avec le PSG. On a fini deuxième, t'inquiète. Merci. Pardon. J'aime faire des erreurs comme ça. Donc voilà, mais. C'est qui marque pour la Juve contre Malmö? J'ai envie de dire que je m'en fichais. Oh la colle. Je te trouve ça. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Moiskin. C'est Moiskin. Moiskin. Mais bon, c'est vrai qu'on a on a vu des joueurs comme De Winter que personne ne connaissait fouler les pelouses. Mais surtout que voilà, sur les, il y a quand même 5 victoires de la Juventus. Il y en a quand même donc 2, sûrement 2 Malmö, 2 les Zénith. Et la victoire contre Chelsea au match retour. Ouais, c'est ça. Ouais. Match retour. Donc Valence, enfin la Juve, je vais dire Valence. Non, pas du tout. Pour Ligue des Champions. Non, mais il y a 3 victoires en 0 en fait dans le lot, c'est surtout voilà, ça. Et surtout que là, parce que Chelsea fait match nul, mais s'il gagne, il passe devant la Juve. Oui, exactement. Ouais. Donc ils prennent un but à la dernière minute contre le Zénith Saint-Pétersbourg, match nul 3-3. Apparemment Thomas Tuchel était très remonté. Ah je pense qu'il a dû. Dommage que Brady ne soit pas là, parce qu'il aurait très bien pu imiter, mais en effet, voilà, c'est quand même. La Juve, va pas falloir qu'ils se tapent le cul avec tout ça, va falloir vraiment qu'ils redescendent rapidement, parce que quand tu regardes leur classement en championnat, ce qu'ils mettent, le niveau de jeu même affiché. Voilà, le niveau de jeu affiché. Il me semble que là, ça jouait pas trop mal, parce que, comme par hasard, Rabiot n'était pas titulaire. Bon, encore une fois, bizarre. Mais pourtant, je pense qu'il y a peut-être une carte à jouer latéral gauche. Hein. Ce qu'on a vu, hein, cet été, il était pas mauvais. Hein. Il était obligé de forcer et de faire des passes vers l'avant. Parce que la preuve, c'est Ferro qui a mis un doublé. Voilà. Aussi, c'est vrai. Après, est-ce que c'est d'ailleurs, oui, Rabiot est. C'est de sa faute. Rabiot est responsable sur un but, sur le centre de Mbabu. Non, surtout Mbabu. Ouais, de Mbabou, puisque c'est lui qui défend sur lui techniquement. Du coup, si on fait le compte des clubs qualifiés pour les 8e de finale de Ligue des Champions, nous avons l'Ajax Amsterdam, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich, Benfica, Chelsea, l'Inter Milan, la Juve, Liverpool, le LOSC, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Salzbourg, première fois qu'ils sont en 8e de finale de Ligue des Champions. Autrichien. Même atteindre les 8e de finale de Ligue des Champions. Le Sporting Lisbonne, qu'on n'avait pas eu à ce niveau depuis très longtemps, il me semble aussi. Oui, exactement. Je pense depuis qu'ils n'avaient pas réussi aussi à gagner le championnat du Portugal. Donc voilà. Et Villarreal. Pour vous, il y a 2 quand même favoris qui se dégagent, c'est le Bayern Munich et Liverpool par rapport à ce qui s'est passé lors des phases de poule. Pour vous, qui est le grandissime favori de ce qu'on a vu des phases de poule pour l'instant en Ligue des Champions? Bon, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est le Bayern. Ouais. Enfin, pour moi, ils sont impressionnants. Ils sont inarrêtables offensivement. Défensivement, c'est plus friable, mais quand tu vois leur force de frappe offensive, pour moi, c'est impossible de les arrêter. Et puis, ils ont moins de matchs à jouer aussi. Donc, tu peux plus facilement préparer la Ligue des Champions. Ils ont un effectif plus complet aussi. Je suis pas sûr qu'ils aient genre qui va à la CAN. Choupo-Moting. Voilà, oui. Voilà. Oui, le pays organisateur, le Cameroun. Et oui, bon, ça devrait aller. Hein. D'ailleurs, Pavard a fait un excellent match contre Dembélé. Hein. Merde. Non, pareil que Christophe, le Bayern, 100%. Ils sont originaux. Aurélien. L'Ajax Amsterdam. Ouais, on veut rêver avec l'Ajax. Non, on veut rêver, mais je pense qu'à un moment, malheureusement, ça se joue sur le banc, et le banc du Bayern et le banc de Liverpool aussi. De Liverpool, voilà. Mais l'Ajax dans le dernier carré. La grosse cote. Grosse cote. La grosse cote. Gros quin. Voilà, la daronne à l'abri. Juste pour vous dire que l'Ajax a plus de chances de tirer Chelsea dans tous ses adversaires. Ah. Voilà. Bon. On peut se mais contre l'Ajax, c'est la meilleure club. Le plus gros pourcentage, c'est Chelsea-Real Madrid.
C'est pour un sacré match encore. La revanche de l'année dernière en ouais. demi-finale de Ligue des Champions. On va donc passer rapidement à l'Europa League où Lyon et Monaco jouaient des matchs qui comptaient pour du beurre et qui ont fait 2 matchs nuls où il s'est pas passé grand-chose, on va pas se mentir. L'OM devait gagner contre le Lokomotiv Moscou pour passer en Conference League. C'est chose faite, 1-0 grâce à un but d'Arkadiusz Milik. Donc pour les 8e de finale de l'Europa League, on a Lyon, l'AS Monaco, le Spartak, Francfort, Galatasaray, les Toits Rouges de Belgrade, Leverkusen et West Ham, déjà en 8e de finale confirmés. Et pour les 16e de finale, nous avons les secondes groupes. Les Rangers, la Real Sociedad, Naples, l'Olympiakos, Lazio de Rome, le Braga, Braga, le Betis et Dinamo Zagreb. Et pour les reversés de Ligue des Champions, ce qui est quand même assez fou parce que là il y a un niveau assez élevé, c'est le Rasenball Leipzig, Porto, Dortmund, Tiraspol, le Barça, l'Atalanta, Séville et le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc là ça risque de, surtout en 16e de finale, il risque d'y avoir des gros matchs. Donc là aussi en Europa League avec tous les clubs qu'il y a mixés, que ce soit en 16e ou 8e de finale, est-ce que pour vous ça va être un reversé de Ligue des Champions qui risque de faire la différence quand même à la fin vu malheureusement je crois que si tu regardes les derniers vainqueurs c'est souvent ce qui se passe. United l'année dernière déjà oui. Non, Villarreal, oui, c'était en finale, oui, je suis bête. mais Villarreal Comment t'as oublié? C'est vrai, c'était fantastique. Villarreal ils étaient en Champions League? Non. Non. Pas du dit souvent, on n'a pas dit tout le temps. T'as les Séville habituels. C'est vrai, c'est aussi mais reversé en mais en Europa tout cas League. Mais est-ce que Chelsea, Atletico, il y avait des. Est-ce que Lyon ou l'AS Monaco peut aller loin dans cette Europa League? quart de finale? Ça va dépendre de beaucoup de choses. En tout cas, en termes de niveau pur, je vois quand même mal Monaco aller plus loin que les quarts de finale. Après, sur un match, on ne sait pas. Déjà, sur cette poule-là qui était hyper relevée, on termine premier et invaincu du groupe. Pour moi, c'était plus qu'une belle surprise. On fait 3 victoires, 3 nuls. Bon, on n'a pas eu un niveau de jeu flamboyant, mais après, oui, de là, aller chercher une victoire, moi, c'est tout ce que je souhaite, mais j'y crois quand même moyennement. Et du coup, Lyon qui s'en est sorti aussi premier de son groupe et qui pourrait sauver sa saison. Ça va mieux en Europe qu'en championnat pour Lyon. C'est ce que j'allais dire, sauver sa saison par rapport à ce qui se passe en championnat pour faire un beau passage en Europa League, un peu comme ce qu'avait fait l'OM en 2018. On ne sait pas, peut-être qu'un club français fera le même tournoi et peut-être avec la même finale. La finale contre Atletico, c'était assez compliqué. La Conference League, du coup, il y a 2 clubs français en Conference League. Il y a Rennes et il y a l'Olympique de Marseille, mais il y a aussi l'AS Roma qui a fini premier de son groupe, Tottenham qui a fini second et aussi Leicester qui a été reversé d'Europa League. Donc aussi la Conference League, pour une première compétition, des clubs Tottenham assez relevés, n'est pas encore assuré d'être qualifié. Hein. Il me semble que si. Non, parce que Vitesse Arnhem. Ils jouent contre Vitesse Arnhem, mais. Non, Vitesse Arnhem, ils ont gagné, donc ils passent devant Tottenham, il me semble, dans leur groupe. Et il faut vérifier cette information, effectivement. Allez, vérifions. mais oui, il me semblait, parce que le match n'a pas encore été joué. Non, ils ne jouent pas. Ils jouent pas. Mais non, c'était contre Rennes. Contre le Covid. Ils ont trop de Covid. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, j'avais oublié ce petit détail. Donc, Tottenham est 3e pour l'instant. Tottenham est 3e. Et ils doivent gagner. Ils doivent simplement gagner. Ouais, si ils ont la même différence de but. Ils sont à 3. Voilà, donc il faut que pour Tottenham c'est pas encore fait, mais bon là aussi quand même des bons petits clubs pour la Conference League pour une première aussi. Ça commence à devenir intéressant vers les quarts, demi-finale. Après, ce qui va être un peu dommage, c'est que tu fais, on va dire, une coupe pour les clubs polonais, pour les clubs ukrainiens, slovènes et tout, enfin pour des championnats dits mineurs, et finalement tu vas avoir le même problème que l'Europa League, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas avoir un vainqueur, ça va être un reversé de... Parce que même le perdant des 16e de finale, là, il n'est pas reversé pour l'Europa League. Des 16e de finale de Ligue Europa reversé Non, je crois pas. Non. Ok. Non, mais c'était pas abusé. Non, mais à un moment, oui, c'est ça, c'est que... T'as perdu, Tu fais l'ascenseur. Clac, clac, clac. En fait, tu vas jouer dans le championnat là-bas. Tu vas jouer en C10. C'est donc la fin de ce récap des coupes européennes pour cette semaine, du coup. Et il y en aura d'autres en février. Putain, il va falloir attendre 4 mois pour le retour. Il va falloir que tu trouves des idées de débat, ouais. Oui, aussi. C'est chaud, travailler, c'est chiant. Donc, du coup, on va passer au match à voir du week-end. C'est parti. Les matchs à voir du week-end, et on va commencer par toi Aurélien qui veut nous proposer une affiche de Bundesliga. On en a parlé dans les news et dans les top flops. Le match de la peur entre 2 clubs qui déçoivent énormément cette saison, c'est Leipzig et le Borussia Mönchengladbach. Exactement, donc c'est vrai que Christophe a dit beaucoup de choses, Flavien aussi il en a dit beaucoup d'autres, et Aurélien il a peu de choses à dire. Il peut dire que si ça avait été un match de l'année dernière, ça aurait été le 2e contre le 4e de mémoire, donc ça aurait pu être une très belle affiche, mais là c'est vrai qu'entre l'un qui est 11e, l'autre qui est 13e, qui vient de se faire Mönchengladbach, qui vient de se faire fesser contre l'étonnant Fribourg, qui est 4e d'ailleurs,
et qui est un coach, je crois, qui est en place depuis 10 ans. Hein, comme quoi, c'est marrant, longévité et parfois. Peut-être qu'il fallait laisser Ole Gunnar Solskjaer beaucoup plus longtemps. Manchester United. Peut-être laisser Pochettino aussi. Non. Non, peut pas aller à Manchester là. Mais voilà, c'est surtout que l'un et l'autre vont sûrement se battre comme des morts de faim pour obtenir cette victoire qui leur permettrait, surtout pour Mönchengladbach, de se retirer de s'éloigner de la zone rouge. Je crois qu'ils sont à 5 points de la zone rouge, il me semble, de la 18e place. Mais surtout que voilà, Mönchengladbach, c'est surtout, ok, il y a eu le 7-1 contre Fribourg, mais il y a eu un 4-1 aussi contre Cologne. 6-0 contre Fribourg. 6-0. Ouais, 6-0 contre Fribourg et 4-1 contre Cologne. C'est ouais. Leverkusen qui a mis un 7-1. Avec le quadruplé de Patrick Schick. Oui, Patrick Schick. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes attaquant de Leipzig, et dommage que Timo Werner soit maintenant à Chelsea, vous avez peut-être une chance de marquer contre Mönchengladbach. Mais après, je crois que Poulsen il a encore le Covid. Je crois qu'il fait partie des 4-5 joueurs qui ont le Covid du côté de Leipzig. Eh ben, ça va être génial pour le remplaçant de Jesse Marsch. C'est vraiment un match à voir ce qu'il est en train de nous proposer. Non, mais ça reste un match à voir parce que il y aura sûrement des buts. Il y aura des boulettes. Vu les défenses, vu les défenses des deux clubs, mais voilà. Normalement, il devrait y avoir des buts. Mais je vous rappelle que donc Bayer Leverkusen est dans le top 4 alors qu'ils ont Mitchell Baker dans leur effectif. C'est vrai, qui est titulaire. Longévité. Pareil qu'il est pas mauvais en plus. Ouais, ça c'est fantastique comment il était. T'as quoi, il va devenir international néerlandais. C'est bien possible. Hein. Il était déjà été chez les jeunes. Ouais, il jouait chez les espoirs. Il était chez les Golden Boys aussi. C'est vrai qu'il était nommé par les Golden Boys. Parce qu'il est blond, c'est tout. Golden, du coup, voilà. ça marche. Il a fait dans les Golden Retrievers aussi. À courir partout sur son couloir. Neymar lui envoyait jamais la baballe. C'était tout rôle qu'il s'y fait pour le rappeler. Du coup. Monstrueux. On va donc passer au second match à voir du week-end, celui proposé par Christophe. Une affiche de Serie A. On a parlé déjà aussi pendant le top flop de l'Hellas Vérone avec Giovanni Simeone. Et l'Hellas Vérone va recevoir l'Atalanta Bergame après son élimination de la Ligue des Champions. Exactement, et je vais faire un peu écho à ce qu'a dit Aurélien. C'est le match pour Giovanni Simeone de confirmer justement sa bonne forme du moment face à une défense de l'Atalanta qu'on ne sait pas forcément assez friable. Les Hellas Vérone, ils sont 10e à 4 points de la Juve 4e, donc il y a aussi moyen de recoller, pourquoi pas pour les hommes d'Igor Tudor. Et moi, les Hellas Vérone, c'est une équipe que moi j'aime bien regarder jouer. Il y a un milieu de terrain que moi je trouve assez excellent. Il y a Barak, le Tchèque, qui a 5 buts et 3 passes D, je crois. Caprari, 4 buts, 4 passes D. Le jeune Ilic, le Serbe, qui est en train d'arriver aussi. Après, il y a toujours ces difficultés défensives. Tudor, il va mettre 3 défenseurs. C'est pas forcément, à mon sens, ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que cette équipe soit plus solide. En tout cas, juste pour les milieux de terrain respectifs, pour moi, ce match, il vaut le coup d'être regardé. Je crois que c'est dimanche à 15h20 ou quelque chose comme ça. Donc du coup, affiche de Serie A, Hellas Vérone, Atalanta. Et finalement, toi, Flavien, tu veux nous parler d'un classique de la Ligue 1 maintenant entre le PSG et l'AS Monaco. Est-ce que le PSG va pouvoir enlever cette malédiction contre Monaco l'année dernière? C'était 2 défaites en 2 matchs, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, la défaite aller-retour. Et donc là, le PSG, après une bonne performance contre Bruges en Ligue des Champions, il va falloir confirmer en championnat après le match nul 0-0 contre Lens. Un partout contre Lens. Un partout contre Lens, qui est le terrain où on fait que des bourdes parce qu'il y avait eu Boulka l'année avant à Bollaert. Et puis là, Navas qui vient du coup d'enterrer sa carrière au PSG. Là, c'est ça. Non, moi je pensais que dimanche, on verrait la première de Ramos au Parc des Princes, encore loupé, absent de l'entraînement et sûrement forfait. Non, pourquoi ce match? Effectivement, le Paris Saint-Germain qui était sur 2 matchs nuls en Ligue 1 face à Nice et Lens, qui sont 2 bonnes équipes de Ligue 1 quand même, de pouvoir se relancer contre Monaco. Monaco justement qui est pas mauvais depuis plusieurs semaines, qui a vaincu en championnat depuis le mois d'octobre, fin octobre. C'est fort probable. C'était une défaite contre Brest. Voilà, Monaco Niko Kovac qui a déclaré qu'ils avaient rien à perdre, tout à gagner. Effectivement, je crois que c'est à peu près ça, mais généralement ça passe. Donc bon, faudra voir pour le Paris Saint-Germain qui va aligner pas ces 3 de devant, mais ses meilleurs joueurs en tout cas, quasiment une équipe type. À part justement Ramos et Kimpembe va revenir de blessure. Enfin bref,
bon match de Ligue 1, je pense, pour boucler un joli week-end. C'est une affiche de Ligue 1 depuis une dizaine d'années. Le PSG Monaco, c'est toujours été des bons matchs. Et surtout des matchs où Monaco gagne. C'est rare. Non, mais c'est rare dans les confrontations depuis 10 ans que l'adversaire du Paris Saint-Germain gagne de et manière que ça se rende un peu la Paris, quoi. Après, il y avait quand même une période où Paris avait quand même bien torché Monaco sur plusieurs matchs respectifs, avec des grosses victoires. Ça faisait plaisir aussi. Surtout pendant le passage à vide de Monaco, le second passage de Jardim, tout ça. Oui, voilà, bon, on évite d'en parler ici. Évitez d'en parler. C'est donc la fin des matchs hour du week-end. C'est maintenant l'heure de voir nos chroniqueurs s'affronter lors du quiz. Le quiz, du coup Flavien, t'es comme Monaco, t'as tout à gagner, rien à perdre. Clairement, alors là... Alors que bon, franchement, si je prends un point aujourd'hui... Et Depex ne pourra donc pas perdre. C'est vrai. Voilà. Donc du coup, le quiz, qui suis-je encore une fois, avec une description d'un joueur. Il va falloir trouver le joueur dont je fais la description, un peu la biographie. C'est parti, premier joueur. Je suis né le 26 juin 1987 dans le sud de la France. Mes parents sont d'origine algérienne, j'ai donc la double nationalité franco-algérienne. Je commence le football à la jeunesse sportive Pen Mirabeau. J'accède ensuite à un grand centre de formation qui me permet, 9 ans plus tard, de faire mes débuts en professionnel. On m'appelle déjà le Petit Prince. Je remplace pour ma première... Samir Nasri. Samir Nasri, Ah bien putain, joué, Aurélien. C'est celui que tu voulais dire peut-être, Fabien? Ah, j'hésitais. Eh ouais. C'était un mec de la génération 87, là j'avais Ménès ou lui. Là. Et oui, et je remplace... Qu'est-ce qu'il remplace pour son premier match, Samir Nasri? Modeste Mbabi. Bruno Chéroux. Bruno Chéroux, je remporte la Coupe Intertoto en 2005. Taïwo, tu aurais pu dire. J'imitais Théo. Il faut savoir qu'en 2009, vous savez par qui il a été blessé à l'entraînement d'Arsenal? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Alors là, Un point bonus, non? Je suis blessé par le mec qui est tout le temps blessé. C'est ce que j'allais c'est le dire. seul moment où il peut jouer. C'est ce que j'ai mis sur un tacle de quelqu'un qui aurait dû se blesser en taclant, toute logique. Et voilà, c'était Samir Nasri. Donc un point pour Aurélien, deuxième joueur. Je suis né le 16 février 1991 à Santander. J'entre dès mes 10 ans dans le centre de formation du surprise Racing Santander. Waouh. Très vite, je fais tourner les regards vers mon potentiel qui me vaut déjà une belle réputation chez Canales. les jeunes. Sergio Canales. Bah voilà, ça a été plié assez rapidement. Bon bah voilà. Oui, d'accord. Franchement, pour l'instant, tout se passe comme je l'avais prévu. Il y a un joueur que je pouvais avoir et après je me fais balader. Voilà, à 17 ans, je fais mes débuts en Coupe UEFA contre Helsinki, je joue quelques bouts de match en Liga. Je me foire au Real, maintenant je suis à la Sociedad et je vais bien. Ouais, en passant par, avant la Sociedad, il était Valence. Ouais, il s'est pété 3 fois chez nous. C'est bizarre qu'il ait choisi un joueur de Valence. Mais souvent, la semaine dernière, il y a toujours un joueur de Valence. Et la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, c'était Joaquim. Joaquim, monsieur. Ouais, putain, il peut même mettre un M comme tout le monde. En plus, j'avais mis dans ma description, surtout dans un club qui est le meilleur club du monde, mais qui change tous les 6 mois d'entraîneur à l'époque. J'aurais jamais trouvé du coup. Ouais. On commence, on vous termine maintenant du coup. Avec... Je vous termine. Ouais, c'est un peu ça, j'ai l'impression pour ce quiz. Dernier joueur, je suis né le 24 septembre 1980 au nord de l'Europe. 80, au nord de l'Europe. Je dispute mon premier match pro à 16 ans. Dans mon championnat national avant de filer à 18 ans. Ibrahimovic. Non. Ouais, j'ai visité en plus. Bien tenté. 40 ans. Je te dirai quand tu pourras retourner en jeu. Avant de filer à 18 ans en France. Si on veut. Je fais mes débuts en première division en remplaçant en cours de jeu un joueur avec un nom vachement marrant quand même, Christophe Pignol. Lors de ma première saison, je joue 7 petits matchs. Mais lors de la saison suivante, je m'impose déjà comme l'un des hommes forts de l'équipe où je remporte le championnat. On me remarque déjà pour ma puissance hors norme. Je ne vais pas faire long feu sur la Côte d'Azur, puisque je pars dès la saison suivante bien loin du soleil vers la pluie anglaise. Ipia. Riseux, bien voilà, joué. c'était Riseux. Ouais, mais c'est Riseux ou Ipia, Riseux. voilà, c'était... Bien joué. Yon Arne Riseux pour évidemment un joueur. Je devais mettre un joueur qui est passé par Monaco. Ça c'est vraiment mais passé comme je. Est-ce que Christophe peut dire que c'est parce que j'ai dit Ipia qu'il avait eu Riseux? J'avais hésité avant quand même. Voilà, donc, Mais bon, Ipia, il est passé par championnat de France? Non. Non. Ah bah c'était non, Riseux, voilà, mais c'était bien. Parce que déjà quand t'as dit il est allé en France, enfin soi-disant. Eh oui, du coup. Ça va Flavien? Je peux Comme t'appeler- je l'avais prévu. Tout était prévu. Je peux t'appeler Thomas?
comme tu veux. Enfin, après, moi, je suis nul de base. Hein, donc, Flavien. C'est donc la fin de cette émission. Merci à Aurélien, oui, merci à Flavien, merci à Christophe de nous avoir suivis lors de cette émission. Merci à Agathe en régie. Merci à vous de nous suivre sur Spotify pour ce podcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission dans Première Intention. Bonne journée à vous. Second poteau Pavard.